Bienvenue, Mohamed Jalil. Merci, c'est Rachid Halaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Jalil, je rappelle que vous êtes expert en changement climatique, en développement durable, et également secrétaire général de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et invitation qui m'est venue naturellement. Oui. Avec l'équipe sur Mohamed Jalil, parce qu'on sort d'un mois d'octobre, parce qu'on est le 2 novembre déjà, extrêmement chaud. Donc, mois de septembre aussi, où où il a fait chaud, un été aussi, où il y a eu des vagues de chaleur inédites, quasi inédites au mois d'août. Parfois on l'oublie. Voilà, est-ce que l'analyse que vous faites un petit peu de cette conjoncture aujourd'hui, d'un climat et d'une météo qui est de plus en plus imprévisible? Alors, merci beaucoup aussi, Rachid, pour votre invitation. Alors, d'ores et déjà, je souhaiterais préciser que nous sommes dans un chamboulement climatique à l'échelle planétaire. Ça ne concerne pas uniquement le Maroc, c'est une situation qui concerne la planète Terre tout entière. Et pour cause, parce que, effectivement, nous vivons une recrudescence des impacts des changements climatiques, aussi bien sur la circulation de l'air, sur les masses d'air, sur les températures, sur les précipitations, sur le vent et sur un certain nombre de paramètres climatiques. Je voudrais préciser à cet égard que le changement climatique, qui était à un moment donné un sujet de controverse, aujourd'hui est une réalité. Personne aujourd'hui ne remet en cause en quelque sorte ce changement climatique-là. Alors c'est quoi le changement climatique? C'est tout simplement le fait que l'homme a interféré de façon négative sur son environnement en changeant son climat. Alors il faut se rappeler aujourd'hui, pour pouvoir situer la situation, pour pouvoir donner des précisions sur ce qu'on appelle le changement climatique, ou ce qu'on appelle le réchauffement climatique, puisque le changement climatique est essentiellement par le réchauffement climatique, c'est que depuis l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis pratiquement la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, pratiquement un siècle, mais beaucoup plus précisément depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la crise de 1929, nous avons vécu en quelque sorte ce qu'on appelle le boom en quelque sorte industriel. Depuis cette date-là, il y a une accélération de tout le changement du climat de la Terre. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre un climat au niveau du globe terrestre qui est complètement décorrélé, complètement changeant. Est-ce qu'il y a des phénomènes nouveaux aussi là-dessus? Parce que moi j'ai vu en préparant votre venue, c'est Mohamed Jalil, où il y a des climatologues qui avancent le fait qu'il y a une dimension conjoncturelle aussi. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un phénomène qui a démarré déjà il y a plusieurs décennies, qui est en train, selon les experts et les scientifiques comme vous, de s'accélérer ces dernières années, surtout depuis la dernière décennie. En même temps, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce mois de septembre et surtout ce mois d'octobre, on était limite, on est allé à la plage et on a même pu bronzer. C'est dû en fait à des poussées d'air. D'air chaud venu. Alors absolument, j'y arrive. Donc il va falloir en quelque sorte séparer deux choses qui sont séparées sur le plan, si vous voulez, doctrinal, mais qui sont liées sur le plan physique. Nous avons le changement climatique et nous avons la variabilité climatique. Le Maroc est un pays qui est très très variable sur le plan climatique, aussi bien sur le plan spatial que sur le plan temporel. Si vous feuilletez un livre d'histoire, vous allez toujours retrouver quelques histoires en quelque sorte de sécheresse recrudescente au Maroc. Le Maroc a vécu au rythme de sécheresse. C'est un pays qui a la sécheresse comme composante chronique et structurelle de son climat depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps, nous avons des récits du XVIIe siècle, du XVIe siècle, etc., sur la chronologie en quelque sorte d'années sèches qui sont entrecoupées par des années humides. Et ça, c'est très très connu. Alors, la variabilité. Ça, c'est conséquence de notre positionnement géographique. C'est la géographie de notre pays, en fait. Alors, absolument. C'est lié à la géographie du Maroc, parce que le Maroc se trouve en sandwich entre les zones tropicales et les zones tempérées. Et nous sommes dans une zone qui est physiquement, qui est géographiquement, compte tenu de notre positionnement sur le globe terrestre, qui est très très vulnérable à tout ce qui est, à tout ce qui est climat changeant. Alors, je voudrais préciser ici à cet égard que, si vous voulez, si je prends Casablanca par exemple, je prends Stade, donc nous avons des précipitations qui sont en année moyenne de 300 à 400 mm, 450 mm, et ces précipitations-là sont changeantes d'année en année. C'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle. Si bien que lors d'une année sèche, on peut avoir moins de 30%, voire même moins de 60%, voire même moins de 80%.
Et ça, nous l'avons vécu. De mémoire d'homme, les gens qui se rappellent, par exemple, la sécheresse de 1981 à 1984 se rappellent très bien que nous avions eu un déficit pluviométrique qui frôlait en quelque sorte les 60-50%. Et donc, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas les choses. Au Maroc, ce n'est pas une chose qui était surprenante pour nous. Elle n'est ni surprenante pour les pouvoirs publics, ni surprenante pour la population. Ce qui se passe aujourd'hui était prévisible. Alors aujourd'hui, ce que nous vivons, nous vivons un phénomène de résonance, un phénomène de superposition des effets du changement climatique avec la variabilité climatique. C'est-à-dire que, juste un petit peu pour vous préciser, absolument, juste pour un petit peu pour vous préciser la chose suivante, c'est que avant l'ère industrielle dont j'ai parlé tout à l'heure, on était dans un niveau de concentration de CO2 au niveau de l'atmosphère d'à peu près 280 parties par million. Aujourd'hui, nous avons pratiquement atteint le pic de 420 parties par million. C'est-à-dire une augmentation de plus de 50%. Et ça a un effet, sur le plan physique, sur le plan thermodynamique, ça un impact direct sur le réchauffement global et sur la perturbation, sur le dérèglement climatique. C'est tout à fait logique. C'est prouvé scientifiquement par ce qu'on appelle les modèles de circulation générale. C'est prouvé par des équations physiques. C'est comme si vous dites il y a un lien de cause à effet qui est tout à fait évident sur le plan physique. Quand on augmente les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente de façon tout à fait automatique le réchauffement global de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, que sais-je, etc. Donc c'est important qu'on puisse un petit peu tenir compte de ce changement climatique qui se manifeste au niveau de la zone Méditerranée, qui comprend aussi bien la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, l'Espagne, la France, le Maroc, l'Algérie, etc., pour lesquels nous avons des indicateurs qui sont très précis aujourd'hui. Parmi les indicateurs précis et qui sont en quelque sorte effrayants, c'est que nous aurons une augmentation des jours annuels avec des températures qui sont supérieures à 40 degrés d'environ 20 jours en moyenne. En plus, voilà, 20 jours. Et pour les températures qui sont supérieures à 35 degrés, quelque chose comme 45 jours. Donc, nous avons des évaluations par les scientifiques, aussi bien les scientifiques nationaux que les scientifiques au niveau international. Je parle ici du groupe intergouvernemental, le GIEC. Le GIEC, qui a sorti dernièrement son 6e rapport d'évaluation et qu'on peut retrouver 26-27 octobre. Et qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, c'est même un rapport qui alarmant. En tout cas, ils expriment le fait, le GIEC, en tout cas, qu'on se dirigerait vers un scénario, j'ouvre les guillemets, catastrophe. De point de vue climatique. Il faut le dire, c'est un scénario qui est exceptionnel et qui est catastrophe. Alors, les indicateurs majeurs, on ne va pas entrer dans les petits détails, les indicateurs majeurs, c'est d'abord le rallongement des périodes de sécheresse, c'est aussi l'augmentation des fréquences et des nombres de jours de chaleur importants, donc 40 degrés, 35 degrés. Nous avons des seuils qui sont tout à fait documentés et nous aurons ce qui nous concerne de façon directe, une réduction des précipitations à l'horizon de 2100. Et l'horizon de 2100, c'est demain. Attention, parce que le climat, dans les tendances climatiques, on raisonne par décennies, on ne raisonne pas par jour et par année. Est-ce que ça veut dire, c'est Mohamed Jalil, que de toute façon, dans ces prévisions, en tout cas, effectivement, qui ont été produites dans ce rapport du GIEC, qui a été remis aux Nations Unies, je crois, le 26 et 27 octobre dernier, oui. Plus de jours chauds, plus de chaleur, plus de canicules et moins de pluie. Est-ce que ça, c'est l'effet mécanique et l'effet domino ? C'est tout à fait ça. Alors, ce n'est pas uniquement sur le plan qualitatif, c'est-à-dire qu'on ne décrit pas uniquement en disant qu'on aura plus de chaleur, moins de précipitations, mais on a encore beaucoup plus de précision sur la quantité qui va être réduite et sur la température qui va être augmentée. On tend vers des réductions de précipitations de l'ordre, en moyenne, de 15% à l'horizon de 2100. C'est-à-dire que par rapport à la climatologie de 1961 à 90, donc sur les 30 années de 61 à 90, on aura une réduction de 15%, voire même 30%. Parce que nous avons beaucoup d'incertitudes sur les modèles. Et ces réductions de précipitations de 15%, de 30% vont correspondre sur le plan hydrologique, parce que vous savez, quand vous avez la pluie qui tombe, il se transforme en débit, il se transforme en écoulement. Sur le plan hydrologique, c'est-à-dire ce qui nous concerne en tant que pluie nette qui va tomber dans les retenues de barrage et qui va s'infiltrer dans les entrailles de la terre pour pouvoir alimenter les nappes,
une réduction du double, voire du triple. C'est-à-dire que si on a 15% de réduction des précipitations, on va s'attendre à 30, voire 40%. Avec une démultiplication. Absolument, avec une amplification qui est tout à fait catastrophique. Est-ce que ça veut dire, Mohamed Jalil, qu'il va y avoir, entre guillemets, une surchauffe des surfaces? Alors déjà, sur le plan de la température, nous aurons effectivement une surchauffe des surfaces, parce que la température, on la mesure de plusieurs façons. Nous avons la température de l'océan, donc tout ce qui est température de la surface océanique, qui aura aussi un impact sur tout ce qui est élévation du niveau moyen de la mer, attention. Et nous avons la température de la surface de la Terre, qui va avoir tous ces effets délétères sur la végétation, sur la biosphère, sur la biodiversité, etc. Et nous aurons aussi la température à 2 mètres du sol ou à 1 mètre du sol qui concerne la température de l'air qui va être chauffée. Et c'est la température que nous ressentons. Une fois que l'expert que vous êtes, Mohamed Jalil, nous dit tout ça, une fois qu'on va sortir de ce mois d'octobre, surtout la deuxième quinzaine d'ailleurs, où il a fait extrêmement chaud, c'est des températures estivales. En Europe aujourd'hui, nous avons une canicule extraordinaire. En Europe, on a une canicule qui était exceptionnelle. Et certains disent que la période de sécheresse que traverse aujourd'hui l'Europe est une période qui n'a pas été vécue depuis maintenant pratiquement 500 ans. 500 ans. 500 ans. Oui, 500 ans. En tout cas, des températures, en tout cas dans les grandes capitales européennes, des pays que vous avez cités, en tout cas l'Europe du Sud essentiellement, c'est des températures hors normes. Tout à fait. Et hors saison. C'est aussi le cas chez nous. On l'a vu cet été. Novembre se profile. Novembre devrait, en tout cas pour début novembre, les premières semaines de novembre, pas de pluie annoncée. Alors aujourd'hui, au Maroc, nous avons en quelque sorte au Maroc 2 types de prévisions. Le service qui est en charge, le service public qui est en charge de la prévision s'appelle la Direction générale de la météorologie nationale, effectue 2 types de pronostics. Le premier type, c'est la prévision météorologique. C'est la prévision météorologique. La prévision météorologique a une échéance d'à peu près 10 jours. Donc, au-delà de 10 jours, on ne peut que spéculer. Au-delà de 10 jours, on ne peut pas aller voir un petit peu ce qui se passe. Et nous avons par ailleurs ce qu'on appelle la prédiction climatique. Alors, la prédiction climatique, c'est une prédiction qui est assortie d'une certaine probabilité et qui permet de dire est-ce qu'on est beaucoup plus dans une année humide, plutôt sèche, plutôt humide, etc. Alors aujourd'hui, d'après les informations que j'ai obtenues, c'est que dans les prédictions climatiques pour la saison hivernale de 2022-2023 va être avec une probabilité à peu près de 70%, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas véritablement à une saison humide. Pas de saison humide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les prédictions en tout climatiques, cas, absolument. Selon les prédictions, pas de précipitation. On ne s'attend pas véritablement, vraisemblablement, on ne va pas avoir véritablement une saison humide. Dans le meilleur du monde, on va s'attendre à une saison qui est normale, voire même moins que la normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti véritablement, on n'est pas sorti du pépin. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on vient de vivre d'un point de vue climatique en octobre, Mohamed Jalil, on risque aussi de le vivre en novembre? De toute façon, maintenant, la pluie se fait attendre. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les précipitations qui vont tomber, mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons traîné déjà avec nous pratiquement 5 années de cumul de sécheresse, et on risque aussi d'avoir peut-être pas une année complètement sèche, mais des précipitations, mais qui seraient bien en deçà des précipitations qui seraient à même de rehausser en quelque sorte le bilan hydrique de notre pays. Sur lequel on va revenir aussi. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison agricole, parce qu'on avait, en tout cas qu'on a vécu, parce que c'est l'indicateur, nous, c'est voilà, les millions de quintaux chaque année. Ce qu'on a eu en 2022, c'était autour de 30-32 millions de quintaux. On devrait, selon les prédictions climatiques, avoir une année similaire. Alors déjà aujourd'hui, nous avons commencé par des pluies qui sont tardives. Alors vous savez que dans la production agricole, il n'y a pas uniquement la quantité de pluie qui compte, mais il y a aussi les premières pluies. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont labouré leurs champs, ils attendent la première pluie pour pouvoir un peu pousser les semences, ouais. Absolument. Et donc, les premières pluies, aujourd'hui, en octobre, il n'y en a pas. Début novembre... il n'y a a priori pas de prévu. A priori, il n'y a pas. Donc, véritablement, on ne va pas s'attendre à une année agricole qui est radieuse. Et alors, il n'y a pas que ça. Alors, le changement climatique et la variabilité climatique aujourd'hui au Maroc tend aussi à perturber les saisons. Et comme vous savez, la production végétale est un processus biologique qui est lié aussi à la saison,
à la répartition des saisons. Quand on était gosse, on avait toujours c'est les 4 saisons poétiques. Hein. Moi, je les appelle les saisons poétiques parce que maintenant, c'est dans le printemps, l'été. C'était bien segmenté. Absolument, c'était très bien né. C'était né avec des passages qui tout à fait. Aujourd'hui, on est plutôt dans un chamboulement total. On a pratiquement une saison. Plusieurs saisons dans la même saison en fait. Et même dans la semaine, on peut vivre plusieurs saisons. Durant les 2 dernières semaines, nous avons vécu un été indien, un été très caniculaire. Et donc, on est véritablement dans une perturbation totale des masses d'air. Et c'est ce qui est prévu effectivement par les modèles climatiques. Est-ce que ça veut dire, vous avez fait référence effectivement au rapport du GIEC, donc ces spécialistes experts onusiens qui ont remis leur rapport, donc réchauffement continu, en tout cas, voire accentué, en tout cas avec plus de jours de canicule et de chaleur et moins de précipitations. Vous nous avez dit aussi, avec des indicateurs précis, que nous émettons de beaucoup plus de gaz à effet de serre aujourd'hui qu'on en émettait il y a 20 ans, 25 ans. J'ai envie de vous dire, avant d'aller sur l'impact, on l'a dit, sur la saison agricole et surtout aussi au niveau hydrique, au niveau de l'eau tout court et de l'eau consommable en tout cas, et également où il risque d'y avoir encore des tensions amplifiées. C'est Mohamed Jalil, c'est se dire, voilà, une fois qu'on a dit ça, les pouvoirs publics. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait? Bon, il y a beaucoup de débats ouverts aujourd'hui dans le cadre du projet de loi de finances 2023, et j'ai reparcouru en sachant que j'allais recevoir un expert en développement, en changement climatique et développement durable. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues dans ce sens? Rien n'a été prévu. Alors, moi je crois que, alors déjà dans l'histoire, depuis très longtemps, les pouvoirs publics ont tenu en ligne de compte cet état de fait. Le fait que le Maroc est un pays où la sécheresse est une donnée chronique, une donnée structurelle. Au-delà de la sécheresse, c'est ma vie. On va aller sur la sécheresse parce qu'on se dirige vers une nouvelle année de sécheresse. Je dis voilà, aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, on parle de transition énergétique, de transition écologique et de transition économique. Voilà, dans ce projet de loi de finances, que je dis qu'il n'y avait rien, parce qu'il y a toute une stratégie en matière pour l'eau, en tout cas avec les crédits alloués qui ont été renforcés pour accélérer la construction de nouveaux barrages et les stations de dessalement d'eau de mer. Mais voilà, est-ce que cette transition énergétique chez nous, pour faire face à ce réchauffement climatique et cette variabilité climatique, l'encouragement des véhicules électriques, de l'infrastructure. Alors voilà, toutes ces choses. Alors ici, plutôt cet écosystème-là, j'ai pas vu grand-chose. Ah non, alors ici, je crois qu'il va falloir, en fait, quand on parle du climat, de politique climatique, aujourd'hui la politique climatique, le climat est devenu une question de géopolitique. Il est devenu une question de relations internationales, il est devenu aussi une question de droit international. Et on aura la COP en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Oui, j'ai vu le mois de novembre, dans le 6, ça démarre. Voilà, le 6, la COP 27. Et le climat aujourd'hui est un sujet de discussion diplomatique au niveau international. Pourquoi? Parce que le climat, ça concerne le globe terrestre, ça concerne cette petite bulle bleue dans notre système solaire, dans notre galaxie de Voie lactée, qui est très très vulnérable. Et ce qui se passe en Égypte, ce qui va se passer au Brésil, aujourd'hui on a l'élection du nouveau président au niveau de... Réélection en tout cas de Lula qui revient au pouvoir Lula, au Brésil. Qui est extrêmement important puisque la forêt amazonienne aussi est un système climatique important, est une composante importante du système climatique terrestre. Et donc les négociations climatiques au niveau mondial sont extrêmement importantes pour pouvoir stabiliser le climat de la Terre. D'ailleurs, on la traîne depuis l'accord de Paris en 2015. Voilà, en 2015. Il est très très important que sur le plan politique, on prenne des décisions qui soient courageuses et qui soient véritablement des décisions qui tiennent en compte l'intérêt de l'humanité. C'est important. Pourquoi? Parce que le Maroc aujourd'hui, si le Maroc aujourd'hui souffre en quelque sorte, s'il subit les impacts du changement climatique, c'est justement parce que dans l'histoire, depuis tout à l'heure je parlais de l'ère industrielle, il y a des pays qui ont contribué de façon massive à la pollution et à l'émission des gaz à effet de serre. Et nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences et les préjudices de cela. Alors aujourd'hui... Qu'est-ce qui peut être fait chez nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le Maroc. Alors le Maroc contribue en quelque sorte à réduire les gaz à effet de serre, puisque le Maroc a quand même une politique de réduction des gaz à effet de serre, il a une politique, ce qu'on appelle une politique d'atténuation, mitigation policy, d'atténuation des gaz à effet de serre. Et cette politique-là,
est une politique volontariste, puisque le Maroc ne contribue pas de façon importante l'économie du Maroc n'est pas l'économie de la Chine, ni d'ailleurs l'économie des États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui est très très peu émetteur de gaz à effet de serre, mais il contribue par plusieurs façons, et la façon la plus extraordinaire par laquelle le Maroc contribue, c'est la transition énergétique, en utilisant aussi dans le mix les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Maroc, il le développe. Mais ceci n'est pas... en fait, je me permets de dire la chose suivante, oui. c'est qu'aujourd'hui, même si on fait dans notre mix énergétique les 40 voire même 50%, 52%, en tout cas c'est l'objectif à l'horizon 2030. Voilà, 50%, ceci ne changera pas grand-chose en fait, en termes de vulnérabilité du Maroc. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité complètement du Maroc ne serait pas réglée par le Maroc par des mesures d'atténuation. C'est plutôt par des mesures d'adaptation. C'est important. C'est quoi l'adaptation? L'adaptation, c'est de dire tout simplement que la situation est là. Nous sommes très vulnérables, nous subissons les impacts des changements climatiques, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut véritablement accepter ce changement climatique et essayer un petit peu de travailler et de faire avec, et d'essayer un petit peu de réaménager, de réajuster notre politique publique en matière d'agriculture, en matière de ressources en eau, en matière d'urbanisme, en matière de développement des villes, etc. Et en matière de mobilité. Et de Est-ce mobilité, que pour vous, il y a une bien carte sûr. à jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, vous dites tout à l'heure, vous avez pris comme indicateur le fait qu'on a quasiment multiplié par 2 l'émission de gaz à effet de serre dans notre pays ces dernières années. Est-ce qu'il y a nécessité ou urgence, selon vous, c'est Mohamed Jalil aussi, d'accélérer la question de la mobilité électrique très rapidement pour essayer ne serait-ce que d'atténuer la production de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre? Alors, pour essayer est-ce que le pays est en développement, veut se réindustrialiser, on est en pleine transition énergétique, on a misé sur le gaz, on va essayer aussi progressivement en tout cas de réduire la part du charbon dans notre production électrique et y mettre de l'éolien et du solaire dans ce Alors le Maroc est déjà parti dans cela. Oui, mais est-ce que là il faut accélérer selon vous par rapport à sa mobilité, le transport, véhicules, camions, bus, toutes ces choses-là dans les grandes capitales? Alors au niveau de la mobilité, moi je ne suis pas tout à fait pour tout ce qui est voiture électrique, parce que l'électricité se produit à partir... On produit l'électricité avec l'énergie fossile. Avec l'énergie fossile. Donc ce n'est qu'un déplacement de problème. Moi je crois que le Maroc doit continuer à travailler sur le potentiel dont il dispose de façon tout à fait naturelle. C'est le potentiel des énergies renouvelables. Je crois que nous avons des zones qui sont très très vantées, notamment les côtes sahariennes, notamment certains cols de montagne, etc. Nous avons beaucoup de soleil. Il va falloir travailler sur la politique de développement des énergies renouvelables et augmenter leur part dans le mix énergétique. Alors maintenant, il y a pas basculer dans l'électricité et véhicules électriques et tout ce qui est mobilité pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Moi, je crois que il n'y a pas de consensus même au niveau mondial. Il n'y a pas de consensus même en Europe, aux États-Unis sur cela. Moi, je crois que le plus important pour nous, c'est de réduire notre facture énergétique, c'est d'être de moins en moins dépendant des énergies fossiles. Et pour le faire, il va falloir développer. Et quand je dis développer les énergies renouvelables, ce n'est pas uniquement mettre des parcs éoliens ou mettre des stations éoliennes ou des parcs solaires. Il va falloir aussi revoir notre politique. Revoir, par exemple, il est tout à fait aujourd'hui inconcevable, et vous allez en convenir, Sir Rachid, il est tout à fait aujourd'hui inconcevable qu'aujourd'hui, on n'a pas encore développé au Maroc tout ce qui est autoproduction de l'énergie solaire. Parce que c'est incroyable aujourd'hui. Par exemple, ça commence, il y a des zones en tout cas qui ont été identifiées. Mais ça a été fait, pour la production par les opérateurs ça a été fait pour les industriels, mais ça n'a pas été fait pour... Si vous avez une maison, vous pouvez produire votre propre énergie et revendre de l'énergie, redonner de l'énergie. Même moi, je suis tout à fait prêt à le donner gratuitement à l'État et le donner moyennant une analyse bilancielle. Et ça, c'est important qu'on puisse le développer. Si on travaille sur cela, mais bien sûr, on a besoin véritablement que l'on fasse un effort sur le plan juridique, sur le plan institutionnel et sur le plan de l'organisation aussi de l'ONE, de l'ONE. Parce que l'ONE doit aussi être capable de gérer tout cela. En tout cas, il faut aller, puis on en a pris le chemin, aller vers la production d'une énergie plus propre, en tout cas, avec plus d'éolien et plus de solaire, mais vous dites en même temps, ça ne sera pas suffisant pour faire face aux variabilités climatiques. Alors, la variabilité climatique est là. La variabilité climatique. Alors nous, en fait, au Maroc, quand je dis nous, c'est-à-dire le Maroc. Oui. Alors au Maroc, on a toujours construit
notre politique, aussi bien la politique de l'eau que la politique de l'agriculture et que la politique industrielle, etc., sur des données, sur des indicateurs de ressources en eau qui sont en quelque sorte connus. C'est 22 milliards de mètres cubes d'eau qui sont mobilisés. Nous en avons à peu près 18 milliards de ressources en eau superficielles et 4 milliards de ressources en eau souterraines. Mais n'oublions pas que ces 22 milliards sont des valeurs moyennes. C'est pas fixe, c'est pas fixe et on peut avoir 22 milliards, moins 30%, moins 60%, moins 75%. C'est ce qui est arrivé cette année-ci, durant la sécheresse 2022. Et donc, il est important que l'on puisse considérer qu'on n'a pas véritablement 22 milliards. On n'a pas 22 milliards. Il faut considérer que nous sommes dans un niveau de stress hydrique qui est extrêmement alarmant. Aujourd'hui, on ne parle plus de 600 mètres cubes par habitant par jour. Moi, je crois qu'il faut parler de 400 mètres cubes par habitant par jour. C'est véritablement notre indice de stress hydrique et véritablement un seuil qui est catastrophique. Et partant, on doit construire notre politique publique, construire aussi nos actions, construire aussi nos décisions politiques sur cette base-là. On n'a pas assez d'eau. Alors évidemment, on va la prendre comme étant une donnée. Et cette donnée-là, pour pouvoir, si on veut véritablement la prendre et la prendre sérieusement, et pour ne pas être surpris parce qu'on peut passer par exemple de 2022-2023, peut-être que, j'espère, Inch'Allah, la pluie, mais on va encore retrouver un épisode qui est beaucoup plus alarmant que celui-ci. Et donc, il va falloir aussi qu'on anticipe les choses et qu'on ait une gestion proactive. Et la gestion proactive, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le dessalement. La gestion proactive, c'est de se dire que, véritablement, on doit agir aussi sur la demande. Comment on l'offre. Quand vous dites la demande, c'est clair. De toute façon, il y a eu effectivement le discours du souverain. Donc, c'était pour l'ouverture de la nouvelle saison parlementaire. Il y a eu un accent extrêmement fort qui a été mis sur l'eau. Projet de loi de finances avec une rallonge, un budget plus conséquent, entre 5 et 10 milliards supplémentaires. Donc je pense que c'est essentiellement pour accélérer la construction de barrages, une dizaine de barrages, et puis les stations de dessalement d'eau de mer. Casablanca, je crois, à l'horizon 2025-2026 devrait être opérationnel. Ma question, c'est de me dire, voilà, on sait qu'aujourd'hui, vous avez fait ce diagnostic, j'allais dire, pas docteur, mais expert, d'années difficiles. On l'a fait à l'échelle mondiale avec le GIEC, les scientifiques, et les scientifiques comme vous, marocains, le font pour le Maroc, en tout cas pour notre zone géographique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer à court terme aujourd'hui, parce qu'on sait que les crédits alloués, ça va être pour la construction de barrages qui seront effectifs sur les prochaines années. Stationnement d'eau de mer, une des plus grandes d'ailleurs d'Afrique à Casablanca, c'est pas avant 2025. Tout à fait. Je me dis l'an prochain, on est quand 2023. On fait comment? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une gestion de crise. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éteindre le feu. Il faut le dire. Nous sommes dans une gestion de crise, on n'est pas dans une gestion de risque. Effectivement, on ne doit pas, et je crois que les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'équipement et de l'eau, fait cela. Ils ont déjà un certain nombre de réunions avec tous les intervenants. Ils sont en train de prendre des décisions en matière de transfert d'eau entre bassins. Ouais. Ils sont en train d'accélérer aussi les stations de dessalement. Mais ce n'est pas suffisant parce que, et vous avez tout à fait raison, c'est Rachid, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, on est véritablement, qu'est-ce qu'on fait à l'instant T, la gestion court terme. C'est véritablement, il faut le gérer au jour le jour. Nous sommes en train de gérer l'eau au jour le jour. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de précipitation, il va falloir qu'on ait véritablement un système de sensibilisation de la population. Et ça, je crois que les journalistes comme vous font ce travail-là. Aujourd'hui, cette rencontre est aussi pour cela, pour qu'on puisse véritablement avoir la puce à l'oreille et véritablement préserver la petite quantité d'eau qu'on a pour la boisson et pour l'usage humain. Donc l'eau devient précieuse. Absolument. C'est ça. Nous avons aujourd'hui des barrages. Au niveau des barrages, on n'a pas suffisamment d'eau pour pouvoir faire de l'agriculture. Je crois qu'on a suffisamment, on n'a pas suffisamment, mais on a assez d'eau. Si on peut le gérer de façon parcimonieuse, on a assez d'eau pour pouvoir utiliser ça au niveau domestique, mais on peut aussi avoir quelques coupures, c'est tout à fait normal. On a eu récemment à Oujda, oui, absolument, la région de l'Oriental. Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue un petit peu à ça aussi? Je crois qu'il faut s'habituer à ça. Il faut aussi s'habituer à ce que les gouverneurs, par exemple, parce que les gouverneurs sont investis d'une mission aussi de gestion des ressources en eau au niveau de leur territoire, au niveau de leur province, qu'ils puissent aussi mettre en place un certain nombre d'arrêtés gubernatoriaux de restrictions, etc. Ça, c'est tout à fait logique. Il va falloir gérer la rareté
avec parcimonie. C'est-à-dire, vous dites en même temps, parce que là, il y a une circulaire, justement, vous faites référence à l'eau, mais au niveau de la facture énergétique. Donc, il y a une circulaire qui a été adressée par le ministre de l'Intérieur à tous les walis et tous les gouverneurs pour réduire drastiquement l'éclairage public et puis l'éclairage aussi dans les établissements publics et les collectivités locales et territoriales. Absolument. Entre 20 et 30%. Est-ce qu'on peut imaginer, selon vous, Mohamed Jalil, ou en tout cas, est-ce que selon vous, ça serait, il faudrait aussi qu'il y ait cette même circulaire qui soit prise concernant l'eau? Ça a été pris au niveau de l'énergie, l'électricité. Ça a été fait dans un certain nombre de provinces. Là, ça n'a pas été généralisé. Ça n'a pas été généralisé, effectivement, parce qu'on a une disparité au niveau territorial au Maroc, au niveau de cette disponibilité en eau. Mais je crois que ça doit être fait à une échelle beaucoup plus petite, c'est au niveau des familles, au niveau des foyers. Moi, je crois que chaque citoyen doit considérer, quand il va ouvrir le robinet pour avoir l'eau, il doit considérer que cette eau-là n'est plus une commodité de luxe. C'est véritablement, non, elle n'est plus une commodité, c'est-à-dire sociale et naturelle. C'est un luxe. L'eau aujourd'hui devient un luxe. Il faut absolument qu'on puisse revenir à des gestes, à des éco-gestes, j'allais dire, les éco-gestes de nos grands-mères. Des réflexes citoyens. Absolument, qui recyclent l'eau, par exemple. Quand ils vont laver les légumes, ils vont le recycler pour faire autre chose, ils vont pas gaspiller l'eau. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et ça, c'est véritablement c'est un cri que je lance, et il faut absolument que les citoyens puissent un petit peu considérer ça avec beaucoup de sérieux. Il faut aussi qu'on les sensibilise par la télévision, par les prêchés de vendredi, par les journaux. Certains diront que ce n'est pas suffisant. C'est Mohamed Jalil, disent qu'en fait la dissuasion n'a de sens que si elle touche le porte-monnaie, pour qu'elle soit effective. Donc c'est-à-dire une régulation par la tarification. Ouais, je crois qu'il faut faire un mix. Est-ce que vous considérez effectivement, vu que la situation est critique, en tout cas on le voit bien, en tout cas pour 2022 ça va être compliqué, extrêmement tendu, 2023 ça risque aussi d'être compliqué et tendu, vu qu'il y aura plus de journées où il fera chaud et moins d'eau surtout, et moins de pluie naturelle, et qu'il va falloir prendre des décisions. Est-ce que la tarification peut être selon vous le levier efficace pour dissuader aussi les ménages, mais pas que les ménages aussi, parce qu'il y a le secteur agricole également. Les industriels, etc. Et les industriels. Moi, je pense que la tarification au Maroc est une grille tout à fait réglementaire, donc c'est fixé par les pouvoirs publics, et on tient en compte effectivement cette répartition par tranche qui est en quelque sorte dissuasive, mais je crois qu'il va falloir faire beaucoup plus encore d'efforts pour pouvoir véritablement aller vers une tarification dissuasive, véritablement, pour qu'on puisse éviter le gaspillage d'eau. Et pas que ça, il faut absolument qu'on connaisse le coût réel de l'eau. Aujourd'hui, c'est important, on en a parlé en octobre dernier, le fait aujourd'hui de donner de l'eau pour laquelle on ne connaît pas véritablement son coût réel, la connaissance du coût réel de l'eau n'est pas tant pour pouvoir véritablement avoir un recouvrement de la denrée, mais c'est juste un petit peu pour qu'on puisse véritablement savoir combien nous coûte cette matière précieuse et à combien on va la tarifier. Et je crois que le souverain, dans son discours à l'ouverture de la session parlementaire, on avait parlé. Alors, il n'y a pas que ça aussi. Alors, il y a aussi tout ce qui est mesures préventives et mesures de restriction au niveau de tout ce qui est arrosage des espaces verts, d'utilisation de l'eau dans les stations de service, etc. etc. Je crois qu'on doit véritablement gérer notre ressource au Maroc comme étant un pays aride, et comme étant un pays sec, et pas uniquement... Est-ce qu'il va y avoir aussi, parce que là vous me dites effectivement cette population de la consommation de l'eau douce pour les ménages, je crois que grosso modo, c'est entre 10 et 12% de la consommation globale d'eau. Oui. Après, il reste 80%. Alors, par année... Il y a toute une polémique en disant, voilà, c'est le secteur agricole qui consommerait 80% de la consommation d'eau. Lors de cette matinale, effectivement, organisée par le groupe Le Matin, tout à fait. En octobre, donc le représentant du ministère des Landes, on a fait nos calculs, c'est entre 20 et 25%. En tout cas, il y a des mesures, des décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics et par l'exécutif sur certaines cultures, comme la pastèque. Là, on a vu aussi à Zagora d'autres décisions qui ont été prises justement pour ne plus autoriser certaines cultures qui consomment beaucoup d'eau. Est-ce qu'on va aller aussi, selon vous, il faudrait aussi aller vers ça, c'est-à-dire peut-être une tarification dissuasive, mais aussi, c'est les cultures, en tout cas les agriculteurs qui cultivent des cultures qui consomment beaucoup d'eau, mais les suspendre. Tout à l'heure, j'ai parlé d'adaptation au changement climatique. L'adaptation ne se fait pas uniquement par la réduction
de la quantité d'eau qui est servie. Il se fait aussi par l'adaptation de la spéculation agricole, par exemple. On adapte les spéculations agricoles pour des cultures qui sont moins aquavores. C'est important ça. Alors maintenant, pour la question de 10%, de 90%, de 20%, ratio de 20%, qui fait polémique, 80%, alors ça c'est un ratio qui est sur l'année moyenne, une moyenne. Quand on est véritablement dans une année moyenne, c'est-à-dire dans les 22 milliards de mètres cubes d'eau qui sont disponibles en année moyenne. Mais maintenant, quand on est dans une année très sèche, les ratios ne sont pas respectés parce qu'au Maroc, on a toujours une priorité pour l'eau potable. Il y a toujours une priorité pour l'eau potable. On ne peut pas laisser les gens assoiffés et puis irriguer ou arroser. Et deuxièmement, au niveau de l'irrigation, on a aussi une sous-priorité aussi pour l'arboriculture par rapport aux agricultures, aux spéculations annuelles. Et donc, on a un système de prioritisation qui fait qu'aujourd'hui, on priorise l'eau potable. Après, dans l'agriculture, on priorise l'arboriculture. Et après, donc, on donne ça. Si on a abondamment d'eau, on peut le donner. Alors maintenant... Mais là, est-ce qu'il va falloir revoir ce modèle? Est-ce que ce modèle-là, il va falloir le revoir là? Moi, je crois que tout le paradigme de l'eau doit être revu. C'est important qu'on puisse... Nous avons vécu avec un paradigme qui a été hérité de l'époque de Feu Hassan Abdullah Rahmou et qui a construit beaucoup de barrages pour pouvoir irriguer le million d'hectares, parce que ça a aussi servi à fixer la population rurale, parce que la population rurale aussi, ou agricole en tout cas, constitue à peu près 40% ou 38% de l'emploi pour la population active. Je crois que savoir que ça nous a surtout évité Absolument. La famine à l'époque. Et les périodes de famine, parce qu'il y a une menace de famine qui était réelle. Absolument, il y avait aussi ça. Mais aujourd'hui, je crois que le paradigme doit être changé. Il doit être changé en ce sens qu'aujourd'hui, nous devons revisiter tous nos programmes gouvernementaux. Ils doivent tous être revisités. Le programme de Green Generation, ou l'ex-Maroc Vert, doit être revisité pour pouvoir être réaudité sur le plan de l'empreinte eau. C'est important qu'on puisse revoir les choses. C'est-à-dire empreinte hydrique doit être oui, absolument. Il va falloir. Moi, je ne suis pas un devin. Je ne peux pas deviner les choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'évaluation du plan Maroc Vert doit être refaite de façon précise pour qu'on puisse véritablement déjà chasser les polémiques et dire un petit peu, est-ce que véritablement on va dans des spéculations qui sont beaucoup plus à valeur ajoutée commerciale qu'on va exporter, ou peut-être pourquoi ne pas revenir à la céréaliculture qui ne nécessite pas véritablement beaucoup d'irrigation, etc. D'autant plus que avec la guerre en Ukraine, on voit la rareté en matière d'approvisionnement. On était véritablement dans une situation qui est difficile en matière d'approvisionnement en blé. Est-ce que ça veut dire que Mohamed Jalil, expert en changement climatique et développement durable, souhaiterait qu'il y ait des débats au Parlement aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi de finances 2023, qui aborde ces sujets-là? Tout à fait. Parce qu'il y a d'autres sujets en fait, qui sont aujourd'hui... Alors d'ailleurs, la symbolique du discours du souverain au Parlement, à l'ouverture de la session parlementaire, est très très important. Il s'adresse aux députés, aux représentants de la nation. C'est important qu'ils puissent un petit peu aussi capter ce message. Les représentants de la nation, c'est eux qui légifèrent. Donc il va falloir travailler sur les législations. Ces représentants-là, c'est eux qui font le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est eux aussi qui font tout ce qui est peut-être modification des grandes orientations du pays, notamment même ce qui est contenu dans le nouveau modèle de développement. Et donc c'est important qu'on puisse prendre un petit peu le taureau par les cornes et s'asseoir sur une table. Moi, je parle du Parlement, mais quand je parle du Parlement, je parle du peuple, parce que les parlementaires sont élus par le peuple. Je parle du Parlement, donc je parle aussi du gouvernement, puisque le gouvernement émane de ce Parlement-là, et l'opposition aussi. Et puis s'asseoir et puis poser les grandes questions sur le dessalement, sur l'énergie, sur la sécurité alimentaire, sur la tarification, sur ce qu'on doit faire aujourd'hui, avant demain, etc. C'est important qu'on puisse poser toutes ces questions-là pour pouvoir véritablement sortir des réponses qui soient claires. Alors, vous avez parlé de la loi de finances. Oui, parce que c'est l'actualité. Alors, la loi de finances, on a des hypothèses. Des hypothèses sur le prix du baril de pétrole. Sur la tonne de gaz à $850, oui. Mais il va falloir aussi prendre des hypothèses sérieuses sur l'eau. Il n'y a rien sur l'eau.
Bien sûr. Il y a un crédit à 50 milliards alloué, mais il n'y a rien sur le. Absolument. C'est-à-dire quoi, le mètre cube, comme le baril, estimation sur le Exactement. baril de Brent, vous dites, Mohamed Jalil dit il faudrait aussi une estimation sur le mètre cube d'eau. Absolument, il va falloir aussi prendre comme indicateur important, c'est pour ça que j'ai parlé de la comptabilité nationale de l'eau, c'est important qu'on puisse la mettre en place et qu'il soit spatialisé, territorialisé, pour qu'on puisse véritablement prendre ce facteur eau, parce que le facteur eau, il est transverse, il est dans tout, et dans le développement de toutes les politiques territoriales et publiques, le tourisme, l'industrie, etc. Et puis, c'est important qu'on puisse le prendre en considération. Aujourd'hui, on va vers le dessalement, on va vers tout ce qui est ce qu'on appelle les ressources en eau non conventionnelles. Ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter de la gestion, ça va nous coûter aussi beaucoup de choses au niveau des mises en œuvre, de l'entretien, de l'exploitation de ces nouvelles charges pour l'État. Absolument, de ces méga-projets. Est-ce que ça va nous coûter plus cher à nous? Écoutez, ceux qui nous écoutent, est-ce que Mohamed Jalil est en train aussi de prédire, vous parliez tout à l'heure de prédiction climatique, de prédiction hydrique aussi, de dire voilà. Alors d'après les ratios, dans les ratios internationaux, le coût de revient, si vous voulez, si toutes choses étant égales par ailleurs, le coût de revient de l'eau dessalée, c'est aux alentours $1. Aujourd'hui, le dollar, c'est à 11 dirhams. 11 dirhams, 12 dirhams, je crois. Oui. Et dans ce $1, on a à peu près 40 cents de dollars ou 45 cents de dollars d'énergie. Et donc c'est important que quand on va faire le dessalement de l'eau, d'ailleurs on l'a fait au niveau d'Agadir, c'était fait, c'est important qu'on peut faire un couplage avec les énergies renouvelables. Pour essayer d'atténuer en tout cas la part de la facture énergétique, c'est la production du mètre cube sinon, d'eau dessalée. Il y a aussi une chose qui est très très importante sur laquelle j'insiste beaucoup, il va falloir aussi intérioriser la technologie. C'est important aujourd'hui, il est inconcevable aujourd'hui qu'au Maroc, qui est un leader en matière de ressources en eau, qu'on ne puisse pas avoir véritablement de leaders nationaux qui fabriquent par exemple des stations de pompage. Aujourd'hui, la technologie de dessalement, c'est-à-dire le skid de dessalement, c'est quoi le dessalement? On prend de l'eau, où il y a du sel, on enlève le sel. Comment est-ce qu'on l'enlève? Avec de l'osmose inverse. Donc c'est important qu'on puisse industrialiser aussi au Maroc, qu'on puisse véritablement importer cette technologie et la développer ici au Maroc, quitte à la développer puis après l'exporter aussi. C'est important qu'on puisse, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs la Covid nous a enseigné ça. On ne peut pas rester en train d'être à la merci des biens d'équipement qu'on apporte de l'étranger. Donc c'est important aussi qu'on puisse avoir un écosystème industriel, j'appellerais ça écosystème industriel dessalement, qu'on puisse le mettre ici au Maroc avec des jeunes, avec des universitaires, avec des brevets, avec des fabricants. Voilà. Oui. Et des acteurs locaux. Absolument. Il faut absolument qu'on le fasse. Je sais que les acteurs locaux, j'en parlais avec le président de la FENELEC, Ali El-Harti, qui était la semaine sur le fait qu'il faut qu'il soit partie prenante aussi dans l'investissement et dans la création d'un écosystème qui soit performant au niveau industriel, énergico, hydrique. Exactement. Tout à fait. Et là, vous avez, c'est Rachid, vous avez mis le nexus entre l'industrie, entre l'énergie, entre l'eau. C'est important aussi qu'on puisse considérer ce nexus-là. Le Maroc est un pays qui doit assurer une certaine souveraineté technologique pour pouvoir produire, pour avoir une sécurité hydrique et une sécurité alimentaire. C'est important qu'on puisse le faire. Merci infiniment, Mohamed Jalil, d'avoir pris de votre temps en tant que. C'est moi qui vous remercie. En tant qu'expert en changement climatique et développement durable, pour nous donner tout un éclairage sur le fait qu'on vient de sortir d'un mois d'octobre. J'espère que saisonnier, on était tous en t-shirt. Exact. Voilà, et c'est-à-dire qu'en novembre, a priori, pour la première semaine de novembre, ces chaleurs, en tout cas, devraient en tout cas se continuer. Voilà, en tout cas, les prédictions font que on se dirigerait, selon vous et vos informations, vers une année 2022, en tout cas une fin d'année 2022, où il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait pas être très humide en tout cas. Pas tout à fait, absolument. Pas beaucoup de pluie, donc il va falloir aussi se réinventer et réorienter un petit peu nos politiques publiques et notre quotidien. Tout à fait. Voilà, en matière de consommation d'eau, que ce soit pour les secteurs énergivores en eau, mais que ce soit aussi la consommation courante. Et c'est-à-dire nous, y compris celles et ceux qui nous écoutent, et puis s'adapter au changement climatique. C'est extrêmement important. On nous a dit qu'il fallait vivre avec le virus en plein Covid. Donc là, c'est s'adapter aussi à ces changements climatiques et à ces variabilités, surtout climatiques, sur lesquelles vous avez mis l'accent. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est Mohamed Jalil et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.